Bonjour, on attend le retour de Valérie Renaudin et puis on va débuter de façon à tenir au mieux le timing qu'on s'est prévu, à savoir une fin à midi. Bonjour à toutes, bonjour à tous déjà. Je vois les différents messages via le chat. N'hésitez pas, hein, donc oui, vous avez le chat en bas de page pour nous faire part de toutes vos questions, les questions que nous relèverons auprès des intervenants et du coup auxquelles nous pourrons poser en fin de webinaire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, comme je le disais, je suis ravi de vous accueillir au sein de ce webinaire organisé par ID4Car. Je me présente rapidement, Bruno Boucher, chef de projet chez ID4Car, en charge du développement de l'activité d'ID4Car au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Si on vous accueille aujourd'hui, pardon, c'est du coup en partenariat avec le cluster Topos pour évoquer un sujet lié à la géolocalisation et notamment dans la continuité, je dirais, d'un webinaire qu'on a organisé il y a tout juste une semaine sur les cas d'usage du GPS pour de la géolocalisation, de l'utilisation pour du tracking de l'individu, du tracking d'objets, de véhicules, du tracking aussi, en tout cas de la localisation, dans le sens du machinisme agricole. Donc vraiment tous ces usages au sens de l'utilisation du GPS pour les mobilités. Et puis, ce webinaire a permis de mettre en évidence différents freins, différentes limitations à l'usage de ce GPS, des limitations techniques, mais aussi des limitations dues à la sécurité, notamment pour, et je dirais, éviter des interférences liées à des fins stratégiques. La technique, j'en parlais, l'inefficacité parfois du GPS sur certains besoins causés par des problèmes de couverture satellitaire sur des zones parfois très denses, ou encore sur des besoins spécifiques tels que de la localisation nécessaire en indoor. Tous ces points, du coup, a fait l'objet et fera l'objet de l'atelier du jour, dans lequel nous allons faire intervenir trois acteurs incontournables des mobilités du Grand Ouest, et pour lesquels nous allons pouvoir vous apporter des éclairages, des explications sur les solutions alternatives au GPS pour la géolocalisation et leurs évolutions. Camille, si tu veux nous dire deux, trois mots, Camille de Topos, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, merci beaucoup. Merci Bruno. Oui, donc je suis animatrice du cluster Topos, qui réunit une cinquantaine d'acteurs de la mobilité intelligente sur la Nouvelle-Aquitaine. Euh, Topos et ID4Car sont associés pour renforcer l'écosystème en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je travaille pas mal avec Bruno. Et on essaie donc de participer, de communiquer sur les événements de nos deux réseaux et de travailler à des projets communs. Voilà, donc je suis ravie d'avoir pu être associée à ce webinaire et de faire intervenir un de nos adhérents, Géosat, sur cette thématique, hein, oui, des alternatives à la géolocalisation par satellite. Donc voilà, vous allez en savoir un peu plus tout à l'heure sur Géosat. Je te laisse la main, Bruno. D'accord, c'est noté. Merci Camille. Oui, je vous propose qu'on rentre immédiatement dans le vif du sujet. La première intervention se tiendra par Valérie Renaudin, qui est directrice de la recherche au sein de l'université Gustave Eiffel. Valérie, je vais vous laisser la parole. Vous devez avoir la main et le partage d'écran. Alors, il me met oui, ça va arrêter votre partage du coup. Hop. Vous me dites si c'est bon. Ouais, c'est bon pour tout le monde. Merci Valérie. C'est bon pour tout le monde? Ok, c'est parti. Donc moi, je vais vous faire une introduction aux technologies alternatives, sachant qu'après, il y aura deux présentations qui seront focus sur deux technos. Hop, je prends la main. Donc, juste une petite intro sur qui on est. Donc, moi, je travaille à l'Université Gustave Eiffel. Vous avez le logo en bas à droite. L'Université Gustave Eiffel est née de la fusion de plusieurs instituts, un institut de recherche, une université, une école d'architecture, 3 écoles d'ingénieurs. Vous avez les logos en bas.
l'université Gustave Eiffel existe depuis janvier de l'année dernière, donc on a un petit peu plus d'1 an. C'est la première université nationale et elle s'inscrit dans la démarche du gouvernement sur les plans d'investissement d'avenir. Donc on va dire qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse université française, voire même européenne, sur les problématiques de la ville. On est répartis sur toute la France, c'est ce qui fait notamment son homogénéité. On a aussi des partenaires associés, dits des composantes de recherche, 2 instituts, 2 écoles d'ingénieurs, des unités de formation et de recherche, des UFR. Et l'université en tant que telle comprend aujourd'hui 23 unités de recherche sous différentes formes, des laboratoires, des équipes, des départements, des instituts, etc. etc. Donc, moi, je suis en charge du laboratoire Géoloc au sein de l'université Gustave Eiffel et il est basé à Nantes. Vous avez le logo là au-dessus de Nantes qui est écrit. Donc, le laboratoire Géoloc, c'est quoi? À quoi on s'intéresse? Donc, en fait, Géoloc s'intéresse à la géolocalisation. Donc, on distingue positionnement et navigation. Donc, positionnement, savoir où je suis sur la carte. Naviguer, on mélange ça avec une information d'itinéraire, une intention de déplacement, et on va utiliser la géolocalisation pour savoir comment on se positionne sur cette intention de déplacement et donc bénéficier d'un guidage. Actuellement, la géolocalisation, c'est un catalyseur de nouvelles formes de mobilité. Sont illustrés ici un certain nombre d'axes autour de ces nouvelles formes et des éléments qui motivent leur développement. Donc, on va avoir des éléments de partage, par exemple autour de l'éco-conduite, autour de l'optimisation des trajets. En bas à droite, vous voyez des signaux dans une ville. On est là autour de la connaissance de l'environnement par toutes les approches dites en crowdsourcing, donc en partage d'informations ou en jumeaux numériques, en connaissance de la ville, carte de propagation de signal et autres. C'est aujourd'hui un des catalyseurs du développement des solutions de géolocalisation. Et il y a naturellement des applications autour de la mobilité. Et illustré ici, une personne qui se déplace dans le transport en commun. Mais ce qui va nous intéresser, c'est finalement comment on accompagne quelqu'un dans sa mobilité, sachant que les outils de géolocalisation sont finalement des objets connectés aujourd'hui lorsqu'on s'adresse à l'humain. Et donc, on est passé d'outils professionnalisés ou professionnalisants vers des outils grand public dont on attend des performances qui dépassent largement les capteurs ou les capacités des capteurs qui sont à l'intérieur. Donc, on détourne beaucoup l'usage de ces capteurs pour essayer de tirer des solutions de géolocalisation et ça pose plein de problèmes parce qu'on se retrouve dans des environnements d'application où les technologies ne fonctionnent pas parce qu'elles n'ont pas été conçues pour ça. Donc, c'est ce que vous avez vu la semaine dernière, notamment avec le GPS qui ne fonctionne pas ou mal dedans. Donc, au laboratoire, on va travailler, nous, sur 2 axes de recherche qui vont permettre de développer des nouvelles solutions de géolocalisation pour accompagner l'essor de nouvelles formes de mobilité. Donc, sur la gauche, on a un axe, on va dire, plus traitement de signal, plus physique. On va développer de l'algorithmie. On développe aussi nos propres capteurs au sein du laboratoire. Donc, on a des boîtiers et aujourd'hui, on a créé une société. Donc, on a une spin-off du laboratoire qui vient d'être créée, j'en parlerai en conclusion, qui va permettre en fait d'accéder à ces boîtiers et aux services associés. Et puis à droite, on est sur des opérations plus de normalisation et standardisation, parce que qui dit géolocalisation dit niveau de performance, et les exigences ne sont pas les mêmes en fonction des usages. Si je parle d'un véhicule autonome, il est hyper important que la solution de géolocalisation soit très précise et soit aussi très fiable. Donc, on a des problématiques d'intégrité. Si j'accompagne quelqu'un dans la découverte d'une nouvelle ville avec de la réalité augmentée pour découvrir des monuments, la donne va être complètement différente. Donc, on n'aura pas les mêmes exigences. Donc, il y a une problématique sur comment évaluer un système de géolocalisation pour s'assurer qu'il répond à un niveau de performance. Et à ce titre, nous pilotons des groupes européens pour définir des normes qui permettent d'évaluer des équipements et donc de les classer en fonction de leur performance et de services. Donc, si on rentre maintenant que j'ai fini l'introduction au cours du laboratoire dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est finalement quelle technologie peut-on adopter pour relever les défis intérieurs. Donc ici, on est sur un intérieur vide, mais on est quand même sur un espace en intérieur. La classification dedans-dehors, elle est simpliste. Souvent, elle se résume plus, elle doit plus se concevoir en termes de perturbation de propagation de signaux plutôt que dedans-dehors. Et la perturbation de propagation de signaux, elle vient
naturellement de l'infrastructure, mais elle vient aussi de vous, les humains. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans un centre commercial, votre présence va changer des cartes de propagation radio. Et donc, c'est à la fois quelque chose de statique, mais aussi quelque chose de dynamique. Les technologies aujourd'hui qui sont les plus populaires sur ce marché, on a naturellement en premier le smartphone, donc tout ce qui est capteur embarqué dans les téléphones portables, où on va avoir naturellement la partie GPS, donc on parlera plutôt de GNSS pour inclure Galileo, GLONASS, Beidou, et l'ensemble des autres capteurs, donc capteurs magnétiques, capteurs inertiels. Les assistants vocaux, le son est beaucoup utilisé aujourd'hui. Énormément d'activités autour de la reconnaissance faciale et donc tout ce qui est traitement d'image, que ce soit en réalité augmentée ou de plus en plus en réalité virtuelle. Nos infrastructures sont beaucoup équipées de détecteurs de mouvement et on va de plus en plus vers la détection de mouvements en dehors des laboratoires. Et enfin, un truc qui progresse quand même gentiment, c'est l'utilisation de la lumière pour transmettre des informations additionnelles utilisées à la localisation. On distingue deux éléments qui poussent tout ça. D'un côté, on a les domaines d'application phares qui sont l'amélioration de notre confort, de plus en plus d'applications santé où la géolocalisation est importante derrière et on s'adresse directement à l'humain. Et j'en parlais autour des véhicules autonomes, mais il y a plein d'autres cas d'usage comme l'e-call, etc., qui sont plus axés sur la sécurité. Et tout ça, en termes de développement, c'est en face d'un contexte qui est plutôt social, où il y a des problématiques importantes qui sont posées, qui sont l'adoption. Alors ici, elle est marquée grand public, mais ça peut être aussi au niveau professionnel par rapport à une gestion d'un certain nombre de personnes qui sont en intervention. Beaucoup de questions sur des problématiques de protection des données privées, qui sont à la fois une force européenne, mais en même temps, ils peuvent être un grand frein au déploiement, voire à certaines sociétés qui ont carrément mis la clé sous la porte pour des problématiques de RGPD, malgré des solutions technologiques très intéressantes. Et une problématique de coût, une adoption grand public. On est de plus en plus habitué que la géolocalisation ne coûte rien. Donc, on s'attend à ce que ce soit simple, pas cher et précis, ce qui n'est pas le cas. Alors du coup, dans ce contexte-là, il y a énormément de solutions qui existent aujourd'hui. Moi, ça fait plus de 15-20 ans que je travaille dans le domaine sur à peu près toute la planète. Et c'est vrai qu'on pousse une technologie, on arrive à ses limites, alors on part sur une autre. Et puis, c'est un domaine complexe, donc on a énormément de gens qui arrivent avec d'autres solutions. Donc là, sont illustrés tout ce qu'on peut avoir, par exemple, autour de la domotique, mais de la localisation intramuros. Donc, on va retrouver ce que je disais avant, comme des informations de son, des informations de GPS artificiel, du pseudolithe, des informations d'infrastructure pour capter de la présence comme des sols intelligents, les capteurs inertiels, naturellement la géolocalisation à partir des signaux radiotélécoms type Wi-Fi, mais ça peut être aussi 5G demain, 3G, 4G, du Bluetooth, beaucoup de vision aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du visible ou du radar. Je crois qu'il y a un exposé sur le LIDAR aujourd'hui, l'infrarouge, les textiles intelligents, on en parle depuis longtemps, mais on commence à y aller. On a aujourd'hui des textiles intelligents qui gèrent plus les aspects radio, c'est-à-dire les antennes et les aspects batterie. Mais moi, je fais vraiment le pari qu'on va rapidement arriver vers des textiles intelligents qui feront de la mesure, en fait, qui servira à la géolocalisation, notamment en captation de mouvement, et la lumière dont je parlais avant. Du coup, la question qui se pose, c'est dans cette jungle, comment on s'en sort? Parce que ce n'est pas évident d'essayer de se dire qu'est-ce qui va répondre à mes besoins. Donc, la première chose qui permet de se poser des bonnes questions, c'est de comprendre qu'on a grosso modo deux grandes classes. On va avoir dans un environnement de ce type soit des solutions qui seront basées sur une infrastructure dédiée, c'est-à-dire que le bâtiment sera équipé de balises, d'une carte qui aura été mesurée en propagation radio, ou alors on va être sur des systèmes qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'ils devront fonctionner partout, peu importe l'environnement et le bâti dans lequel on va circuler. Donc, il n'y a pas d'interaction particulière avec ce dernier. Si on regarde ce qu'il y a au sein de chacune de ces structures ou de ces grandes classes, donc dans la classe des bâtiments équipés, donc les solutions de géolocalisation alternatives au GPS qui s'appuient sur une infrastructure. On va trouver tout d'abord tout ce qui est système radio. Donc là, j'ai mis dedans le Wi-Fi, l'ultra large bande, le BLE, le RFID. Les calculs seront différents, mais globalement, ça va être à l'intérieur tout ce qui va être basé autour de la radio. On a pas mal de choses autour de l'utilisation des champs magnétiques. On va avoir tout ce qui est son. Donc, énormément de choses qui sont basées de nouveau avec des balises en émission de son.
on va avoir tous les systèmes caméra où là, c'est l'infrastructure qui vous regarde. Donc, c'est ce qui va être utilisé essentiellement pour faire de l'observation à plus large échelle et qui va donner des informations de géolocalisation. Si on prend par exemple les métros, les caméras sont utilisées, ils peuvent faire de la reconnaissance de personnes et ils vont voir l'évolution de quelqu'un dans l'ensemble de son trajet avec des points de passage dans un système de caméra qui sera dans l'infrastructure. La lumière, j'en parlais, donc le LiFi, on peut envoyer de l'information supplémentaire. Et puis tout ce qui est dans l'infrastructure en termes d'intelligence, que ce soit des capteurs thermiques ou des sols intelligents qui vont capter de la présence dans une infrastructure. Donc là, on va être dans une idée un peu des smart cities avec tout ce que ça va poser comme problème de maintenance et de déploiement. Et puis, on peut viser autre chose. On peut être dans cette deuxième catégorie, donc des systèmes complètement autonomes. Donc, effectivement, le passage de l'une à l'autre en termes de critères peut être critiquable sur certains aspects, mais à minima, ça a l'avantage d'essayer de clarifier un peu les choses dans un jungle de solutions alternatives. Donc là, vous allez trouver tous les systèmes en vision. Donc, le système en vision, on va avoir par exemple ce qui est l'odométrie visuelle ou la réalité augmentée. Donc, c'est illustré, je pense que je peux avoir un petit pointeur là-dessus. Je vais prendre un pointeur. Où est-ce que j'ai ça? Tac, tac, tac. Pouf, focus, voilà. Donc, c'est illustré ici. Vous devez voir mon petit point rouge, je pense. Oui, vous le voyez? Oui, c'est bon. OK. Donc, c'est illustré par exemple ici où on a une personne qui possède une caméra et qui va repérer en fait une branche d'arbre avant et après un mouvement. Et en fait, l'odométrie visuelle va déduire le mouvement de la caméra en ayant représenté, regardé ce même motif dans 2 images successives. Aujourd'hui, sur les téléphones Android, vous avez une version, alors je pense que maintenant on n'est plus sur une version bêta, mais si vous choisissez un itinéraire à pied, vous pouvez activer l'accompagnement en réalité augmentée. Et donc, vous pouvez en fait utiliser ce genre de technique, sachant que derrière, c'est Google Street View, donc la connaissance de l'ensemble des bâtiments qui va être exploitée pour déduire en fait votre déplacement et notamment résoudre des problèmes d'orientation. Les capteurs inertiels, bon, ils vont travailler sur la mesure des forces type la gravité, les vitesses de rotation, donc les forces de Coriolis, et on va déduire vos mouvements à partir de ces mesures. Les champs magnétiques, dehors, sont utilisés en mode boussole. À l'intérieur des bâtiments, ils sont utilisés soit sous forme d'empreinte, on reconnaît un endroit où il est passé. Un exemple bête peut être une cage liée à un ascenseur qui déplace. C'est une espèce de grosse signature en termes de champ magnétique. Alors, on peut faire ça de manière plus complexe, mais juste pour illustrer le principe. Et on sait que lorsque le champ magnétique mesure cette empreinte qui correspond par exemple à un ascenseur, on est à tel endroit sur la carte. Le satellitaire, naturellement, alors vous l'avez vu, on l'exploite essentiellement dehors. On peut l'exploiter aussi dans des centres urbains parce qu'on a de plus en plus aujourd'hui de constellations en rotation de la Terre. Donc, autour de la Terre, donc on a une probabilité de voir plus de satellites, ce qui nous permet d'avoir un calcul de position. Mais on peut aussi exploiter des signaux GNSS dégradés à l'intérieur des bâtiments. Nous exploitons, nous, au laboratoire, les signaux GNSS dégradés jusqu'à 40% du temps dans les centres commerciaux. Pour ceux qui connaissent la région nantaise, dans le centre commercial Atlantis, c'est ce qu'on fait. 40% du temps, nous, on est capable d'utiliser les signaux GNSS de mesure de phase pour améliorer la localisation. Donc, on a des techniques pour rendre un signal mauvais en un signal utile. Les textiles intelligents, j'en parlais. Et puis, la 5G, l'IoT, Narrowband IoT et autres qui arrivent, même si là, on est plus sur des problématiques de coût d'énergie plus bas, avec peut-être du coup des précisions moins grandes qui sont attendues, puisque la priorité va être le coût et une batterie qui tient longtemps. Donc, la question, c'est avec tout ça, comment on va faire pour s'en sortir? Parce que ce n'est pas évident de choisir et quelles sont les stratégies en fait, de calcul qui vont être associées. Donc, il y a plein de stratégies qui existent, mais quelle que soit la stratégie, aujourd'hui, la clé, ça va être la fusion. C'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans, 15 ans, je vous disais que je travaille moi sur la thématique. Il n'y a pas, contrairement au GPS qui s'est imposé en extérieur, il n'y a pas de solution universelle qui ait été adoptée à l'intérieur. Il y a des technologies qui répondent à des cas d'usage et des besoins. Donc, quoi qu'il arrive, disposer ou bénéficier d'une localisation, d'une géolocalisation continue et précise, ça passe par la fusion de solutions. Et donc, c'est aujourd'hui clé d'identifier quelle technologie
vont être nécessaires pour répondre au cas d'usage dans lequel on va être et donc parer notamment aux problématiques du GPS. Et forcément, la question qui se pose, c'est quelles sont les technologies à choisir comment choisir dans cette jungle. Donc, je vais vous proposer juste, pour continuer, de regarder un peu ça. Donc, la question, en fait, on peut la transformer en une question de critères. Je pourrais vous faire un cours sur toutes les technos qui existent, mais on pourra passer plusieurs mois dessus et ça n'apportera rien. Donc, je vous propose plus de regarder ça en fonction de critères. Donc, le premier critère, c'est l'infrastructure. Est-ce qu'on se trouve dans un environnement où il y a déjà du matériel déployé? Est-ce qu'il y a déjà des balises qui ont été déployées pour d'autres raisons ou pas? C'est ce qui était à l'origine des solutions basées Wi-Fi. C'est que finalement, on s'est dit, est-ce qu'on peut détourner l'usage de bornes Wi-Fi déjà installées dans les bâtiments pour faire de la localisation? Donc là, on est dans un contexte typiquement de bornes Wi-Fi déployées. Bon, après, ça ne marche pas très bien, mais voilà ce qui était la motivation derrière. Ou bien, on peut être dans le contraire, on peut être dans un besoin d'indépendance par rapport à une infrastructure. Ça va être le cas des interventions de secours, les premiers intervenants sur site, les pompiers, les gendarmes, les services de secours, ou même ceux qui interviennent ponctuellement sur des sites. On ne peut pas être dépendant d'une infrastructure. Donc, la première question, elle va être là. Et est-ce qu'on peut se permettre aussi de faire de l'apprentissage de l'environnement? Est-ce qu'on a le luxe d'aller découvrir l'environnement et de maintenir, par exemple, des cartes de propagation à jour au fur et à mesure de l'usage? La seconde question en termes de critères, c'est les mesures de performance. Qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite être précis sur une carte d'un bâtiment ou est-ce qu'on souhaite être précis sur une carte de la France ou une carte du monde? Donc, quelle est la précision qu'on recherche? Est-ce qu'on souhaite localiser quelqu'un dans un espace ou est-ce qu'on souhaite guider, suivre, faire du tracking? L'environnement dans lequel on veut déployer la solution de géolocalisation, est-ce que c'est un environnement stable ou pas en termes de radiopropagation? Par exemple, un centre commercial, a priori, on pourrait se dire que c'est stable, mais en fait, c'est absolument pas stable. Parce que lorsque vous avez une foule qui vient faire du shopping, elle change la propagation radio de l'environnement. Même si vous avez cartographié cet environnement d'un point de vue radio, il est absolument dynamique de par son occupation humaine. Les coûts, je vous disais, est-ce que la priorité, c'est autour d'une consommation en énergie faible? Est-ce que je peux me permettre des coûts d'installation et de maintenance? Ça peut faire partie d'un modèle économique aussi. Et quelle est ma capacité de calcul? Est-ce que je dois tout faire en embarqué, ce qui est parfois imposé pour des questions de protection de vie privée? Ou est-ce que je peux déporter des choses en cloud? Ou est-ce que je peux adopter un autre modèle de calcul? Et enfin, tout ça, ça s'inscrit dans des problématiques de cas d'usage. Est-ce qu'on a un usage uniquement grand public, professionnel, vie privée? Est-ce qu'on est sur des contextes environnementaux? Est-ce qu'on va regarder différents types de mobilité? Si je veux suivre quelqu'un en déplacement grand voyageur comme nous on le fait, c'est-à-dire à pied, à vélo, dans sa voiture, est-ce que je vais utiliser que le téléphone portable? Est-ce que je vais pouvoir m'interconnecter avec un système robotisé le long du déplacement? Est-ce que l'humain est dans la boucle? Ça change complètement la donne aussi. Si j'ai uniquement un système en agriculture, en robot, en véhicule autonome où je peux transporter des choses lourdes, ou est-ce que je vais à un moment devoir suivre un humain dans son déplacement, même à l'intérieur d'un bus, et que c'est lui qui portera l'objet? Ce n'est pas du tout les mêmes solutions. Et enfin, par rapport à mon cas d'usage, qu'est-ce qui est le plus important? Que la solution soit intègre, c'est-à-dire qu'on se permette qu'elle ne soit pas précise de temps en temps, mais que l'utilisateur soit informé que ce n'est pas précis. Ou bien, est-ce qu'il faut que ce soit précis tout le temps? Est-ce que ça doit être fluide, continu, etc. Donc, dans cette jungle de technologie, il faut se poser la question des critères. Qu'est-ce qui est important pour soi? Et en fonction de ces critères, on va être capable après de choisir en fait le type de technologie derrière qui va correspondre à ce dont on a besoin. Vu le temps, je vais pas rentrer dans le détail de ce diapo, mais il se sera mis à disposition. C'est un comparatif des stratégies aussi de calcul. Donc aujourd'hui, il y a historiquement des estimations linéaires quadratiques. C'est des stratégies de calcul qui sont anciennes, qui sont assez simples et qui du coup ne coûtent pas trop en termes de déploiement et qui vont permettre de répondre à la problématique de fusion et de temps réel en embarqué, mais qui ne sont pas forcément intéressantes si on veut intégrer de la donnée spatiale, des jumeaux numériques et autres, qui sont particulièrement utiles pour un cas d'usage donné. Je vais avoir des approches de type Monte-Carlo séquentiel qui sont plus favorables à intégrer une carte, par exemple, d'un cas d'usage, une connaissance de l'environnement, des éléments de contexte, mais qui coûtent beaucoup plus en termes de coûts de calcul, où on va être aujourd'hui sur ce qui est très à la mode, qui sont les méthodes dites d'intelligence artificielle. Et là, la problématique principale, c'est la maîtrise de votre donnée. C'est
Et si on ne maîtrise pas la donnée, on a beau faire tous les apprentissages qu'on veut, ça ne fonctionne pas. Mais lorsqu'on maîtrise la donnée, on peut faire des choses assez sympas avec ça. Et nous, on le fait régulièrement au laboratoire. On l'a notamment fait pour des challenges organisés par la DGA et l'ANR, Malin, où il s'agissait de géolocaliser un fantassin dans des environnements intramuros complexes, des passages en boyaux souterrains, des plus de 2 km en parcours à pied, et où on a été classé premier sur la dernière manche qui a eu lieu en février cette année. Chemin faisant, du coup, on a décidé, nous, d'avancer pour de multiples raisons, et notamment de déployer cette solution avec la création d'une start-up. Donc, vous avez à gauche une vidéo, je ne sais pas comment elle passe avec la bande passante, mais vous voyez, il y a un capteur qui a été installé sur le pied. Donc, ce capteur est développé au laboratoire, et à l'intérieur, il y a essentiellement du GNSS, de l'inertiel et du champ magnétique. Une fois qu'il est installé sur le pied, la personne se déplace. Donc, on voit à gauche une trace rouge qui progresse en fait sur l'écran. Et l'intérêt en fait de cette solution, c'est que ce capteur est donc dans le cadre d'une solution complètement autonome. Il fournit une localisation 3D qui va être de précision inférieure au mètre partout. Donc, vous allez voir, on rentre dans le bâtiment, on n'utilise pas la carte, il n'y a pas de connaissance du tout de l'environnement du bâtiment. Et la trace, en fait, se positionne correctement à l'intérieur du bâtiment et on suit le déplacement. Donc ici, c'est un savant mélange entre du traitement de signal d'inertie, du traitement GNSS qu'on fait dans le bâtiment et une connaissance de la biomécanique de la marche. Ce n'est pas une solution qui va répondre à tous les cas d'usage, mais qui, pour le cas d'usage de quelqu'un qui veut une géolocalisation précise d'une personne qui se déplace sans dépendance à l'infrastructure, voilà, ça c'est un type de solution ou une des solutions pour lesquelles aujourd'hui on a créé une startup qui a 15 jours de naissance, elle est toute neuve, qui s'appelle Nav4U et dont la précision est inférieure à 0,3% de la distance parcourue. Donc en gros, on tient le mètre dans tous les environnements et sur laquelle on peut après déployer plein d'offres de services qui actuellement sont en train d'être créées. Voilà pour cette introduction à ce matin. C'est noté. Merci Valérie pour votre intervention. C'était clair, c'était précis. Moi, ce que je retiendrai, c'est à la fois la multitude, comme vous l'avez indiqué, la multitude de solutions technologiques qui sont proposées et qui, en fonction de, je dirais, des applications, des besoins, déjà d'une vont être complémentaires par rapport potentiellement à du GPS, complémentaires entre elles aussi, mais qui clairement doivent répondre à des critères de sélection en fonction du besoin propre. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est important en termes de, on l'a vu, on a vu l'exemple avec Nav4U pour la marche, du tracking d'objets, quoi que ce soit, si on est en bâtiment et les différentes technos proposées. Pour répondre peut-être juste à la question de Nicolas, oui. donc on n'utilise pas de GNSS augmenté. On a une approche de traitement temporel des mesures de phase. Donc en fait, c'est des mesures brutes de phase dont le traitement est fait de manière particulière et brevetée sur l'analyse temporelle qui nous permet en fait de faire une extraction précise de vecteurs vitesse, même avec une forte dégradation et des multitrajets. D'accord. Très bien. Voilà. On avait également une autre question tout à l'heure. Alors, allez, allons-y. On est passé. Est-ce qu'elle, du coup, elle vous était destinée est-ce que les caméras stéréoscopiques sont des odométries visuelles? Alors, elles peuvent être utilisées en odométrie visuelle. La stéréoscopie va donner en plus une information de profondeur, mais elles peuvent être utilisées en odométrie visuelle. On peut aussi faire de l'odométrie visuelle avec une seule caméra en mono. D'accord. Très bien. En tout cas, n'hésitez pas à poursuivre vos questions. Si vous avez d'autres questions pour Valérie Renaudin, n'hésitez pas, on pourra les diffuser en fin de présentation. Merci encore Valérie pour votre intervention. Ouais, et j'ai mis mes coordonnées, donc je vais arrêter Ouais. le partage, mais il ne faudra pas hésiter aussi. Vous avez les coordonnées, il y a un site web. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous en fait, s'il y a des besoins particuliers. On a l'habitude de donner du conseil régulièrement, donc n'hésitez pas. La porte est ouverte, il n'y a pas de problème. Voilà, ça marche. Et puis n'hésitez pas à passer par la case ID4CAR. Donc, du coup, l'Université Gustave-Roussy, comme Hydre, sont adhérents ID4CAR. Donc, n'hésitez pas pour toute question, en effet. Ouais. Merci à vous. On va passer la parole à Cédric Ferrero. Cédric Ferrero, qui est directeur général de l'entreprise Geosat.
et qui va intervenir sur un des aspects. Valérie en parlait tout à l'heure sur une des applications du guidage pour des véhicules autonomes et finalement les solutions alternatives qui viennent, je dirais, complémenter, suppléer le GPS qui, dans ce seul cas de technologie, ne suffit pas pour guider correctement et prendre en compte l'environnement extérieur d'un système tel qu'un véhicule autonome. Cédric, je vous laisse la parole. Oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Le support est visible, Le apparemment. support est visible, tout est bon, ça Partagé. va. Ok, Merci, on y va, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cédric Ferrero, je suis directeur général délégué et fondateur de la société Geosat. Ce matin, on va parler un petit peu de tout ce qui concerne le défaut de positionnement par le GPS, par le GNSS. Donc, une très, très bonne introduction avec tout le champ lexical de Valérie auparavant, mais je la remercie, puisque là, on va parler, nous, de tout ce qui se passe en milieu extérieur. On ne va pas être en intérieur, plutôt en milieu extérieur, et notamment sur les vulnérabilités de positionnement, parce que à un moment donné, on a certains secteurs, malgré la présentation de la semaine dernière sur les qualités du positionnement GNSS, il y a certains secteurs qui sont effectivement en très forte vulnérabilité, sur lesquels on a une indécision du positionnement. Je ne vais parler que de perturbations dues à l'environnement. Je ne parlerai pas des perturbations volontaires du fait de l'homme. Je ne parlais que celles qui sont de l'interaction avec l'environnement. Pour notre part, nous sommes de très grands défenseurs du positionnement par satellite, aussi paradoxalement que ça puisse paraître par rapport à la présentation de ce matin. Nous sommes utilisateurs, nous, du GNSS, alors GPS au départ, dès le début des années 90, qui n'était pas encore assuré par le DOT comme étant pleinement opérationnel, mais pour autant, nous, civils, on commençait à pouvoir l'utiliser en statique, mais dans des gammes de positionnement relatifs, dites centimétriques. À l'époque, on y arrivait. Et puis après, au fur et à mesure, GLONASS est arrivé par là, puisque je crois qu'il a été officialisé comme pleinement opérationnel en 96. Baidu ensuite, Galileo maintenant. Donc, on a 4 bandes. Je ne parlerai pas de l'indien ou du japonais. Donc, GLONASS, c'est bon, je l'ai dit. Le russe GLONASS, c'est bon, mais le japonais, on ne le voit pas. Ils sont quasi zénithaux, ce sont les signaux zénithaux au-dessus du Japon, donc on ne les voit pas. Pour nous, Européens, c'est GPS, GLONASS, Galileo et Baidu. Voilà, donc on utilise ça. Et nous, on est de forts défenseurs sur le positionnement absolu pour dire on a en tout point, en tout lieu, un géopositionnement qui, avec un certain degré de protection, j'en parlerai un petit peu plus loin, de la protection. Très rapidement, si je veux bien effectivement passer, voilà, slide suivante. Donc, très rapide sur qui on est. On est basé, le siège social en région bordelaise, il y a 500 salariés, à peu près un labo de R&D qui travaille depuis 2015 sur ces questions de positionnement et de traitement de l'information. On parlait d'apprentissage, Valérie parlait d'apprentissage juste avant. L'apprentissage sur la perception, c'est ce que l'on fait nous au quotidien, donc avec une équipe principalement docteurs et ingénieurs en IA et en perception, principalement en perception, carte d'implantation géographique nationale et un chiffre d'affaires un peu au-dessus de 25 millions d'euros, ce qui fait de nous, dans le métier du géospatial, de la donnée géospatiale, un des acteurs un petit peu important au niveau hexagonal. Voilà, j'en ai fini pour la promo. On passe au sujet. Donc, nous, on traite de l'information, on fait de la captation d'informations très précises, très, très précises, qui vont nous permettre de pouvoir caractériser des espaces. Et cette information-là, issue de notre métier de départ, nous, on est géomètre cartographe au départ, et on a compris dans le milieu des années 2010, en fait, que cette information-là était clé pour pouvoir assurer tout ce qui était le positionnement et par extension l'autonomie de déplacement. C'est tout ce qui va consister en la description en fait, du contexte, du milieu dans lequel se meut un objet qui sont en mouvement, ou un humain, puisque Valérie a parlé de la carte à un moment donné, des cartes de propagation radio, mais on a aussi des cartes de description de l'environnement dans lequel on se déplace. Donc voilà, nous, c'est notre spécialité de départ, et on a appris justement à pouvoir travailler un petit peu sur différents types de techniques,
Donc, vous ne voyez pas de GNSS, là, curieusement, puisqu'on est dans les milieux clos. Donc, métro, sous-sol, mais aussi après d'autres opérations qui sont plus à vocation de précision. Dans les cartes qui décrivent ce milieu-là, on a besoin d'avoir des précisions qui sont des précisions dites topographiques, avec une variation située entre 5 et 10 cm à peu près pour le véhicule ou le train autonome. Je viens maintenant sur tout ce qui est la raison pour laquelle le GNSS ne fonctionne pas. On va se retrouver en fait dans des milieux, principalement des milieux urbains ou des milieux à très forte élévation, dans lesquels le GNSS va être perturbé. Donc, vous avez sur cette présentation-là, classique, tout ce qui concerne la perturbation due aux atmosphères et aussi au segment spatial et à la constitution du GNSS, donc orbite horloge, bien évidemment, la géométrie, donc la position des satellites les uns par rapport aux autres dans l'espace et vous au sol. Donc, c'est un caractère de qualité géométrique. Puis les traversées des atmosphères, ionosphère et troposphère, qui sont des ralentissements justement de propagation d'eau. Et on a la perturbation locale. La perturbation locale, c'est le masquage, pas de satellite, l'atténuation, il y a le multitrajet, plus embêtant, le multitrajet, puisqu'il génère justement une réflexion sur une surface pour vous parvenir ensuite. Donc, on a une dégradation finalement de la mesure de temps du GNSS, et on a après toutes les mesures de diffraction et d'interférence par rapport au milieu. Donc, le bâti agit, le végétal agit, plutôt en diffusion, mais ce sont des critères, des paramètres d'atténuation de la précision que l'on recherche. Je parle de précision absolue, puisque l'on est dans un environnement ouvert, on a besoin de se déplacer, de savoir où on est et de se déplacer d'un point à un autre. Donc, il y a un caractère absolu que l'on doit préserver. Comment ça se caractérise? Donc là, vous avez une simulation de tout ce qui est un environnement mesuré avec de l'instrumentation de métrologie. Donc, on n'est pas du tout sur des instrumentations grand public, on est sur les instrumentations professionnelles dans lesquelles on voit, alors cette mesure-là est effectuée par rejeu. Il y a une première mesure effectuée sur l'environnement, donc en physique, avec un véhicule, une centrale inertielle et du capteur antenne et récepteur GNSS. Et ensuite, on va rejouer en fonction de différentes périodes, de différentes positions de satellites. On va pouvoir rejouer finalement cette scène-là et de définir quelle est l'amplitude maximale de défaut de positionnement par le GNSS. Et on voit que dans ce périmètre-là, on a une dégradation qui est forte, qui va au-delà de l'emprise du réseau viaire. Et donc, on se retrouve sur une incertitude très, très forte due au positionnement. Là, c'est un exemple qui est finalement assez sage. J'ai personnellement fait l'expérience de positionnement dans le centre de Montréal, dans lequel vous avez votre trace GNSS, en fait, elle est carrément dans les bâtiments. Donc, vous n'êtes plus du tout sur la route, vous êtes carrément dans les gratte-ciel du centre de Montréal. Donc, on voit que ces phases-là ne permettent pas de pouvoir utiliser le GNSS en milieu complexe. On va donc définir des aires avec des amplitudes d'incertitude de positionnement par le GNSS que l'on va caractériser tout au long d'un itinéraire, qui vont nous permettre ensuite de pouvoir segmenter l'ensemble de ces zones-là. Et on voit qu'il y a certains milieux, certaines zones sur lesquelles on va pouvoir utiliser avec confiance du GNSS et d'autres, en revanche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais d'autres en lesquelles, en revanche, on ne pourra pas utiliser le capteur GNSS parce qu'il donnera une information de géopositionnement pas du tout conforme avec ce que l'on attend en termes de positionnement de véhicule. Je rappelle, un positionnement de véhicule sur l'autonomie, c'est du 5 cm sur du latéral et hauteur et 10 cm en longitudinal. C'est ce qui est demandé aujourd'hui par les opérateurs pour que l'on puisse définir un positionnement de qualité.
en tout cas sur la voie. Et donc, on va utiliser dans ces zones-là, qui sont des zones de vulnérabilité, on va utiliser d'autres sources de mesures, qui vont être des mesures d'optique, ou aussi des mesures ADAS ou des mesures LIDAR, de l'odométrie, qu'elles soient mécaniques ou visuelles, pour pouvoir justement lisser l'ensemble de ces erreurs et travailler avec ces autres sources de mesures. Comment est-ce qu'on va arbitrer ça, ces sources de mesure? On va arbitrer ça avec un contexte qu'on va définir, qu'on appelle une carte haute définition. Et cette carte haute définition, on va comprendre l'ensemble des éléments qui vont être caractéristiques de l'endroit que l'on parcourt à ce moment-là. Et on va aider l'ensemble de ces capteurs qui sont sur les sources embarquées. On va leur définir une nature sémantique, justement, à l'ensemble de ces objets. C'est ce qu'on appelle une carte d'appui, qui va pouvoir permettre de définir au préalable la reconnaissance du milieu. Plusieurs avantages, notamment celui qui consiste déjà en amont à pouvoir indiquer à ce réseau de capteurs embarqués quel type d'environnement on va s'attendre, quelle est la nature des objets que l'on va trouver. Et aujourd'hui, il y a une question sur la caméra stéroscopique. Il y a aujourd'hui même des techniques sur des caméras en monoculaire, donc un seul champ de vision, pas forcément de la stéréo, mais avec deux positions successives, capacité à pouvoir dire exactement aux caméras, au système optique de perception ou au LIDAR, de savoir exactement dans quel champ de l'espace on va chercher des éléments de recalage pour pouvoir redéfinir un positionnement par trilatération. C'est principalement par trilatération que ça se fait. Et donc, on va définir dans ce champ, on va dire, voilà, là, tu vas trouver un objet à tel endroit, et cet endroit-là, c'est telle nature de l'objet. Donc, les systèmes de perception embarqués vont pouvoir permettre justement de pouvoir se fier à cette information que l'on a a priori. Voilà typiquement des exemples de perception d'éléments routiers normalisés que l'on retrouve. Donc, à partir d'apprentissage préalable, on est en capacité de pouvoir cartographier, donc avec des boîtes englobantes comme on voit ici, une information et éventuellement un axe ou une emprise maximum qui vont nous permettre de définir une position dans l'espace. Donc, pour illustrer ça, et la fabrication de la carte, j'ai justement peut-être ce film-là vous présenter qui va faire un petit peu toute la synthèse de l'utilisation des LIDAR, du GNSS, mais en milieu très, très contraint, parce que là, on va se retrouver sur une ville comme Monaco, parmi les villes les plus complexes en termes d'ouverture de l'espace. Et on va voir que voilà, sur cette source LIDAR qui est déjà qualifiée, on a déjà appris à reconnaître l'espace. Vous voyez ici, en bleu, des traits bleus, toutes les zones d'héberge, en fait, qui vont être des constitutions de masquage particuliers pour le GNSS. Et donc, on va définir, nous, des trajectoires virtuelles au sol, donc en reconnaissant le marquage, puisque bien évidemment, c'est nos emprises de déplacement. Donc, vous avez en pointillé la trajectoire virtuelle et vous avez les emprises de déplacement. Et puis, l'ensemble de ces points d'amer au sol qui vont nous permettre, après, de pouvoir caractériser exactement des éléments singuliers ponctuels pour pouvoir faire la localisation. Cet exemple-là, c'est une mise en application justement de l'utilisation de l'interfaçage entre une carte et un capteur de déplacement. Dans cet exemple-là, il n'y a pas de capteur de perception, il ne va y avoir que de l'inertie et la carte. Pourquoi? Parce qu'on est dans un tunnel. Pourquoi cet exemple-là? On est dans un tunnel, donc non éclairé. On va se retrouver avec donc une très grosse difficulté d'avoir de la perception. On est sur une infrastructure qui est lisse, complètement lisse, donc pas de slam. Sur le LIDAR, c'est pareil, on n'a pas de point d'accroche pour pouvoir définir un positionnement. Mais en revanche, on va, avec une information a priori, on va pouvoir définir exactement la position du véhicule, mais avec un rayon de protection associé. Voilà, donc une trajectoire virtuelle, de l'inertie. On a un prépositionnement préalable avec du GNSS. Donc on sait exactement où est-ce qu'on est au départ. Et on va, voilà, je vais faire découler. Désolé pour le son, je n'avais pas prévu ça. Je vais essayer de parler plus fort que la musique. Donc, vous êtes en tunnel, vous voyez donc la position réelle et une position qui est avec un rayon de protection associé. C'est vraiment trop fort.
Je peux laisser finir. C'est pas trop perturbant, on n'entend pas trop le son derrière, Cédric, nous. Ah, d'accord. On vous entend, mais on n'entend pas le son de D'accord. l'appli, donc ça va. Tant mieux. Parce que moi, j'allais vraiment très fort dans le casque. Voilà. Pardon pour cette petite erreur. Quand on est dans le tunnel, vous avez vu qu'on avait donc une imprécision sur la position. Lorsqu'on sort du tunnel, on reprend du positionnement GNSS, donc ça veut dire qu'on refixe clairement une position. Mais tout le long de l'infrastructure, et j'ai pris volontairement cet exemple d'un tunnel qui était en courbe, pas un tunnel en ligne droite, parce que sinon l'inertie serait vraiment un petit peu tranquille sur le travail qu'elle a à faire. Donc là, en revanche, qu'elle travaille complètement sur les changements de cap. Il n'y a pas d'odométrie, il n'y a que de l'inertie et de la carte, et donc une trajectoire virtuelle. Et donc, avec ces aspects courbes, l'inertie travaille énormément, mais on recale en permanence une position. Et lorsqu'on retrouve un environnement qui est un peu beaucoup plus favorable, on a justement une réduction du rayon d'incertitude de position. Voilà. Donc, ces cartes-là, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui a été abordé tout à l'heure par Valérie. On a besoin d'avoir de la compréhension, des apprentissages. On a surtout besoin de sécurité pour pouvoir définir ces cartes avec très grande précision, parce qu'on est sur des systèmes embarqués qui sont certifiés et on y introduit en fait une base de données qui a besoin d'avoir de la certification. Donc, des taux d'erreur extrêmement faibles sur la position, bien évidemment, de ces cartes, sur la composition de ces cartes, sur la sémantique associée. Donc, les notions d'intégrité et de précision, là aussi, prévalent de manière à pouvoir, avec différents degrés, le plus fort étant vraiment la trajectoire virtuelle. On a des taux on nous demande d'avoir des taux d'erreur qui sont équivalents à l'aéronautique pour le routier, et dans le ferroviaire, c'est encore plus fort, puisqu'on nous demande des taux d'erreur à 10-11 taux d'erreur par heure. Donc, c'est extrêmement difficile, justement, à atteindre. C'est la raison pour laquelle on a plutôt défini, nous, du multisource, qui rejoint quelque part un petit peu aussi le véhicule, le positionnement du véhicule en temps réel, qui, lui, est multisource. On va aussi, là, nous aussi, privilégier du multisource pour être sûr qu'on a une position. Ce n'est pas le tout d'avoir une position, il faut pouvoir assurer la qualité de cette position pour pouvoir avoir une certitude que l'on est au bon endroit et qu'on se dirige bien là où il faut. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini pour cette présentation. Merci Cédric. Donc oui, on note bien en tout cas le petit schéma tout à l'heure, la répétabilité des mesures de façon à s'assurer, je dirais, d'un circuit, d'un parcours, d'un itinéraire qui soit le plus fiable, le plus précis possible. Tout ça, du coup, ça m'amène à la question. Là, il y a eu une question qui était destinée, que j'avais également. Finalement, est-ce que vous pouvez rappeler quelles sont les différentes sources, les solutions complémentaires au GNSS et qui vont venir vous permettre, alors l'odomètre, les caméras, le lidar, etc., et qui vont venir permettre de vous assurer de cette position, de ce positionnement hyper précis qui est attendu et qui est obligatoire, notamment sur les véhicules autonomes. Oui, en complément du GNSS. Donc, premièrement, enfin, nous, on considère que le GNSS, en termes de positionnement absolu, c'est vraiment la première source de données. Mais faut-il encore avoir une certitude sur la qualité de son positionnement? On attend notamment les nouveaux services de Galileo qui seront implémentés là, d'ici une à 2 années, le HAS, avec notamment l'Albold 5 et l'intégration du PPP à l'intérieur, voire avoir une information d'intégrité de positionnement. Ça, c'est déjà un premier pas, parce que c'est vrai que tous les autres systèmes satellitaires qui sont aujourd'hui en orbite n'ont pas forcément cette notion de critères d'intégrité dès que vous recevez les signaux. Donc ça, c'est un premier point. Et après, en deuxième temps, on va utiliser plutôt de la perception pour faire du positionnement relatif. Alors, donc, on a une préposition absolue, et ensuite un positionnement relatif. Et là, vous avez plusieurs sources en fait qui sont dans l'embarqué. Si je prends le cas du train ou de la voiture, vous avez l'odométrie, bien évidemment. Alors qu'elle soit mécanique ou visuelle, les deux sont intégrés. L'un ou l'autre, pardon, pas l'un et l'autre, mais l'un ou l'autre. Vous avez de l'ADAS, bien évidemment, avec les cartes ADAS qui existent déjà, qui sont déjà implémentées dans les véhicules.
Vous avez de la perception, donc deux types de perception. La perception optique, donc, qui peut être monoculaire, hein, comme je le disais tout à l'heure, pas forcément besoin d'avoir de la stéroscopie. Aujourd'hui, il y a des outils de calcul, des algorithmes qui permettent de faire du positionnement en monoculaire. Et l'autre perception, c'est du LIDAR. Vous avez du LIDAR qui va vous permettre de pouvoir détecter des volumes de la forme. Puisque bien que les caméras aujourd'hui, on a des caméras avec des notions de profondeur qui commencent à apparaître, mais je ne sais pas, voilà, je ne saurais pas vous dire si elles sont implémentées aujourd'hui dans le système embarqué. Donc l'association LIDAR optique, plus odométrie, plus ADAS, voilà ce que l'on a comme mesures complémentaires pour pouvoir faire un positionnement qui est relatif. Et tout ça, on l'interface avec une définition préalable de l'environnement qui est constituée par les cartes. Les cartes, en fait, renseignent complètement l'espace sur lequel on va se retrouver. Donc, on n'est plus sur une notion de capteurs qui mesurent en aveugle, on est sur des capteurs qui mesurent avec une information qui vont pouvoir confronter avec ce qu'ils mesurent en temps réel dans le flux. Et c'est assez intéressant, cette approche-là est assez intéressante. C'est un long discours, un long arbitrage qui s'est fait, nous, au niveau des techniques d'autonomie de déplacement. Puisqu'on pensait au départ que le tout capteur, justement, permettrait de pouvoir absolument résoudre l'ensemble des cas de figure, puisqu'on parle bien de ça, on ne parle pas de fonctionnement à 75% ou à 90%, on parle bien de fonctionnement à 99% et à 10-11 ou à 10-9. Donc, c'est bien de ça dont on parle. Et donc, cet interfaçage avec justement cette hybridation et de la fusion qui était donnée tout à l'heure, donc on a fusion des différents flux de données dans l'embarqué, et ensuite fusion avec une carte. Et là, on a une capacité d'arbitrage intéressante parce que si jamais on a un faux positif qui arrive de la part d'un des capteurs, on est en capacité de pouvoir l'analyser assez rapidement et de dire l'information que tu trouves en sémantique là n'est pas forcément l'information que tu as sur carte. Et on va la confronter, c'est la notion de trisimilarité dans la mesure qui est chère à l'avionique, notamment, dans laquelle 3 sources de mesures différentes vont pouvoir donner une information et on arbitre cette information-là. Donc, vous pourriez me dire c'est la statistique qui pourrait très bien remplir ce rôle-là, hein, 3 flux de mesures, et on arbitre ça par la statistique. Or, il y a des cas d'usage qui ont été vus dans l'aéronautique sur lequel 2 capteurs disaient envoyer un faux positif et le 3e capteur était sur le vrai positif. Et donc, la statistique, malheureusement, ne résolvait pas ce problème-là. Et c'est pour ça que cette notion de contexte très précise et sémantisée est importante pour pouvoir accélérer les prises de décision et filtrer l'ensemble des informations fausses que l'on va retrouver. C'est noté. Ben, finalement, du coup, Cédric, vous répondez aux questions, remarques qui ont été posées pendant votre intervention. Il y avait cette question justement sur finalement le moteur de positionnement de votre technologie revient à la fusion de capteurs, à différentes sources de données. Donc, c'était la remarque de Nicolas Burger. Et du coup, Valérie Renaudin rebondissait sur cet aspect en ce qui concerne l'incertitude du positionnement fourni par la carte. La carte elle-même intégrée. Et finalement, est-ce cette incertitude était bien intégrée dans le calcul de la position issue de cette fusion? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les prérequis pour fabriquer cette carte sont, comme je le disais tout à l'heure, avec des précisions qui sont dites centimétriques. On a 5-10, c'est 5-10. Les cahiers des charges qu'on a, nous, pour fabriquer les cartes HD sont, je le rappelle, que je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, 10 cm en longitudinal et 5 cm en latéral et en hauteur. Voilà ce que l'on a, nous, comme contrainte pour fabriquer des cartes. Et donc, on doit s'assurer que sur l'ensemble des parcours, sur l'ensemble de l'infrastructure qui a été écrite, on a bien cette qualité de positionnement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des instrumentations très sensibles pour pouvoir les fabriquer. Donc, ce sont des lidars, ce ne sont pas du tout les mêmes lidars qui sont ceux qui sont embarqués sur les véhicules robotisés. On est sur des lidars extrêmement fins. On est sur des captations GNSS quadribandes avec des notions d'intégrité associées. On est sur de l'inertie, plutôt de la fibre optique du FOG. On est sur des inerties FOG très très fines, complétées avec de l'odométrie. Et ensuite, on a des notions de mapping par lidar et par optique, donc plutôt des notions SLAM ou LOM, qui vont nous permettre de compenser les dérives les potentielles dérives. Je montrais l'exemple de Monaco.
À Monaco, le cahier des charges, c'était 5 cm sur l'ensemble des 45 km de voirie de la ville. Je peux vous dire que c'est extrêmement complexe. Et on s'est servi de l'environnement présent, un petit peu comme ce que va faire le véhicule ensuite. On s'est servi de l'ensemble des singularités qui sont présentes. C'est très, très riche, c'est un milieu très, très riche, pour faire ce qu'on appelle des points de liaison, pour pouvoir consolider nos trajectoires et être sûr que la carte que l'on délivre, elle remplit bien justement ces fonctions et ces critères de précision. C'est noté. Merci Cédric pour tous ces points, toutes ces précisions. On vient de voir le cas d'un exemple du coup où la sûreté, surtout la précision de la mesure et de la donnée sont primordiales dans le cadre de la mobilité au sens du véhicule autonome, notamment sur des zones où le GPS est inefficace ou vulnérable. Vous le citiez, hein, en extérieur notamment sur des zones très denses. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir finalement un cas, une autre technologie appliquée sur de la localisation, une nécessité, un besoin de localisation en indoor. Et donc, en l'occurrence, Michel Serac, le président de la société Hydre. Michel, je vais te laisser la main et du coup, tu vas pouvoir nous présenter l'Ultra Wideband. Normalement, tu as la main. Bien. Bonjour à tous. C'est tout bon, merci à toi Michel. Impeccable. Est-ce que je partage? Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est tout bon. Et vous m'entendez bien? Merci. Super. Bonjour à tous. Donc, je vais en effet vous présenter une partie de la technologie et rebondir évidemment par rapport à ce qui a été dit, notamment à la partie Ultra Wideband. Je remercie les deux acteurs qui sont intervenus juste avant. Valérie Renaudin, en effet, qui a fait, je trouve, une très bonne analyse. N'en doutez pas sur évidemment l'existant. Et c'est toujours intéressant de commencer par cet état d'existant, hein, un peu l'approche de la nouvelle conception du GNSS GPS Indoor. Et puis Geosat, hein, qu'on rencontre aussi, bien sûr, régulièrement, avec qui même on a travaillé sur cette partie GNSS. Donc on essaie en effet je vais essayer de me spécialiser sur une des parties qui a été abordée, c'est-à-dire l'ultra wideband. Donc par rapport à Hydre, donc la société, on est focalisé sur ces technologies d'ultra wideband depuis plusieurs années. On sort dans l'incubation de l'ESA, donc en effet on a un peu une connaissance en effet de tout ce qui est GNSS. Et on est complètement focalisé par contre dans l'indoor, même si en effet de toute façon comme tous, on utilise du GNSS ou du GPS, mais en tout cas on utilise bien ces technologies. Donc on est à la base une plus petite équipe que Geosat, donc on est complètement focalisé sur cette pratique indoor. On est énormément dans l'industrie 4.0, tout ce qui est traçabilité, mais on a beaucoup vécu sur les véhicules autonomes au départ et toute sa partie drone, donc je vais en parler. Voilà. Donc notre solution, en effet, elle se base beaucoup, essentiellement sur la partie ultra wideband. On prétend donc en effet avoir une solution désymétrique. Donc désymétrique, on peut toucher du doigt le 2,5 cm. Aller au-delà, ça n'est pas possible. Et on va plutôt, parce que c'est du laboratoire, pouvoir prétendre faire du désymétrique. Et puis en effet, en fusionnant les capteurs, selon qu'on parle de positionnement ou de navigation, bien sûr, on va, avec d'autres technologies, essayer d'aller vers ce centimètre ou ces quelques centimètres. En comparaison en effet d'un GPS RTK, parce qu'on a en effet développé notre propre station GPS RTK pour faire évidemment une référence et qui est là pour le coup en extérieur sur une zone dégagée centimétrique. Voilà, donc j'ai envie de dire la partie ultra wideband couplée à du GPS RTK, c'est une solution en effet qui est intéressante à partir du moment où, comme ça a été présenté dans la première présentation par Valérie Renaudin, je rajouterai moi, partie évidemment industrielle, que ça dépend évidemment du secteur d'activité dans lequel on est, de l'exposition aux ondes dont on parle, parce que c'est intéressant de regarder l'exposition des ondes entre le Wi-Fi et l'ultra wideband, où là,
je pense qu'on est très en deçà des puissances utilisées par rapport à par rapport au Wi-Fi, par exemple. Et puis, en effet, une volonté d'avoir du temps réel et de la grande précision. Alors, grande précision, encore un terme qui est un peu galvaudé, mais on va parler de décimétrique en précision. Et donc, à partir de là, en effet, on peut essayer d'enclencher cette technologie ultra-wideband en l'utilisant pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un calcul de distance, parce que évidemment, hein, ce que j'ai mis, c'est qu'on peut faire en effet de l'échange de données, hein, 1 mégabit par seconde sur du 100 mètres. Donc c'est intéressant. Ça sera intéressant pour des applications sécurisées. Ça sera intéressant pour être sur des bandes différentes, un spectre différent. Mais en tout cas, l'ultra-wideband est vraiment utilisé pour cette partie précision, en complément peut-être d'une solution qui existe déjà. Voilà, donc c'est bien une complémentarité. Donc pourquoi l'ultra-wideband répond à une précision décimétrique? C'est parce que contrairement hein, on va dire aux technologies classiques traditionnelles, et là encore, hein, je m'excuse du terme parce qu'un certain nombre ont été listés. Alors je parlais plutôt des Bluetooth, des Wi-Fi ou même du RFID, sur lequel il y a en effet des indicateurs de puissance. Et donc ces indicateurs de puissance, évidemment, si on met de l'eau, donc du corps humain, donc sa main devant le capteur, eh bien c'est un bon test pour voir comment la puissance du signal va être diminuée et comment l'interprétation de la distance va être complètement faussée. Eh bien, l'ultra-wideband marche avec un temps de vol et donc elle est moins sujette aux perturbations de ce type. Alors, en effet, traverser un mur, c'est peu perturbant. Traverser un corps humain, ça l'est clairement, mais ça l'est peut-être un peu moins que les puissances. Et donc, on a en effet, selon évidemment les distances, et là encore une fois, hein, les objectifs, on a des précisions a priori meilleures. Voilà, je mets évidemment des conditionnels, évidemment que je suis très versé dans l'ultra-wideband pour parler de distance plus précise que par rapport à des technologies Bluetooth ou Wi-Fi. Le badge de distanciation physique a été un exemple et a mis justement en lumière ces technologies ultra-wideband en comparaison de technologies qui apportent moins de précision si on n'a pas de ligne de vue hein, et si évidemment on n'a pas de problématique. Donc travailler avec des robots est beaucoup plus facile, hein, comme ça a été dit, que travailler avec des personnes. Donc la trilatération ou multilatération, hein, c'est un calcul qui est assez simple et qui nous permet soit en 2D, mais à la base même en 1D, hein, c'est-à-dire on va calculer sur une distance entre deux éléments, puis ensuite 2D et puis ensuite 3D. On peut évidemment avoir une position des plus précises. Ça, c'est le premier objectif. Hein, c'est souvent les premiers tests hein, que l'on mène, nous, sur des cas concrets des projets. Et ensuite, on va voir comment on va pouvoir déployer, peut-être en complément d'autres technologies, en effet, puisque là, on parle de calcul de distance et non pas de communication. Hein. Donc, on peut évidemment communiquer avec d'autres solutions, donc utiliser d'autres technologies, mais on peut aussi rajouter des technologies peut-être qui, comme par exemple, on va prendre l'ultrason, qui qui vont donner des bonnes précisions, hein, souvent meilleures, mais sur des distances moindres, mais qui vont évidemment être très limitées si on a une perte de ligne de vue. Voilà, donc j'ai envie de dire les trois typologies de solutions à l'heure actuelle qu'on a et qui s'hybrident entre elles. Hein, et puis, on en a d'autres qui arrivent. Hein, alors, comme ça a été dit, en effet, il n'y a pas de martingale avec des technologies ultra-high-band. C'est bien un couplage hein, de ces technologies. Et le couplage va nous permettre de créer des produits. Donc, un produit de suivi hein, sur lequel on a des portées jusqu'à 100 mètres, en dehors des balises, à l'extérieur. On peut porter hein, jusqu'à 200 mètres, j'ai envie de dire beaucoup plus encore, 300-400 mètres, mais là, on va être au-delà hein, des normes. Hein, donc, on a bien des normes à respecter.
une standardisation et des normes qui nous obligent quelque part à brider encore nos systèmes, et donc avec des portées qu'on situe plutôt autour de 100 mètres. Avec des précisions, alors là, encore une fois, une communication sur les précisions, on parle de 10-30 cm, c'est du décimétrique. Il y a eu, voilà, il y a eu des communications un petit peu différentes avec des précisions supérieures. On pense réellement que l'inférieur à 1 mètre, c'est déjà une première étape, que l'inférieur à 50 cm, c'est une deuxième étape. Mais au-delà, c'est vraiment du couplage, il faut vraiment le justifier de toute façon. Donc, ça veut dire une consommation, hein, donc forcément, la fusion des différentes technologies, elle est intéressante pour avoir des consommations moindres. On sait que certaines technologies consomment moins que d'autres. L'ultra-wideband consomme, hein, comme un GNSS ou comme un GPS sur son téléphone portable. Hein, si vous laissez, eh bien, toute la journée, on va avoir logiquement, vous n'aurez plus de batterie à la fin de la journée sur votre téléphone. Et on est à peu près de façon similaire sur la partie ultra wideband. Et donc, ça veut dire qu'on va utiliser ces calculs de distance à un moment donné, puis ensuite passer sur d'autres technologies. Si on veut, hein, pour une supervision, et c'est le deuxième cas, global et continu, hein, donc là on va parler de temps réel, on veut savoir tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé en temps réel. Là, il va falloir qu'on s'alimente, hein, si on veut faire de l'ultra-wideband en permanence. L'alimentation, elle est au niveau de l'infrastructure, mais elle n'est plus au niveau de l'émetteur, du tag qui est mobile. Hein. Et là, on peut avoir en effet puisqu'on c'est un tag qui va qui va signaler, hein, sa présence par un bip. Ce bip, si on a besoin de l'avoir qu'une fois toutes les minutes, eh bien, on va pouvoir avoir des autonomies très fortes, très, très, très importantes, logiquement en fonction évidemment des demandes du projet. La distanciation physique, ben voilà, j'en ai parlé, c'est en effet cette partie qui nous a mis en lumière par rapport au badge de distanciation physique, hein, de grande précision. On peut évidemment réagir par rapport à notre badge et voir évidemment arrêter des machines. Donc là, dans la partie sécurisation, sur des bâtiments industriels, éviter évidemment qu'il y ait des personnels opérateurs qui arrivent dans des zones dangereuses. Voilà ce que je voulais présenter par rapport aux trois différentes, et je reviens là-dessus sur, alors voilà, je cite DKWave Corvo, qui est un des fabricants de puces, hein, avec lequel on travaille depuis plusieurs années. Je le citerai à la fin, je reviendrai un petit peu sur les puces, sur le paysage actuel. En tout cas, sur leur site, en effet, il y a une présentation que j'ai reprise, hein, qui différencie bien cette partie supervision. Hein, c'était mon deuxième cas. La supervision, ça veut dire une infrastructure, hein, qui est vraiment intelligente, qui doit faire des calculs, hein, de tous les messages qui ont été envoyés. Si vous avez 1 millier de messages qui est envoyé dans une zone, eh bien, ce millier de messages devra être interprété par rapport à un moteur, de façon à positionner, hein, de façon précise les 1000 tags dans une usine ou enfin, en tout cas sur une surface. Là, on parle de XY. Voilà, donc la technologie ultra-wideband utilisée telle qu'elle, hein, eh bien, nous permet d'avoir une bonne précision de milliers de mobiles et tags qui consomment très peu, mais par contre avec une infrastructure qui va être un petit peu compliquée à installer. Et on le voit bien, il y a une réticence au départ, de peur, hein, qui est trop de maintenance, hein, par rapport à une installation trop lourde. On voit quand c'est un investissement, et qu'à partir du moment où il y a eu cet investissement, tous les objets à l'intérieur du bâtiment vont pouvoir être traqués. Donc, c'est quelque chose qui peut être évidemment, qui peut faire partie d'une extension. Et donc, c'est une infrastructure lourde à mettre en place, mais qui donne de bons résultats. La deuxième, hein, c'est plutôt donc par rapport aux véhicules autonomes, hein, donc quelque chose qui a besoin de savoir sa propre position. Hein. Eh bien, pour avoir sa propre position, eh ben, elle va questionner
les encres ou les systèmes qui sont positionnés autour, et en questionnant, elle va avoir sa propre réponse et donc elle va avoir sa propre position pour pouvoir voilà, donner, alors comparer. Alors donc quand on va parler de véhicules autonomes, en effet, on va comparer par rapport aux autres technologies. Donc je vais attaquer par ce type de cas d'usage. Les Autonomous Labs de Rouen et Paris sur lesquels nous avons travaillé, avec des demandes d'accostage de type 2,5 cm, qui sont, j'ai envie de dire, compliquées à atteindre. Donc, à partir du moment où c'est difficile à atteindre, on va devoir essayer de fusionner par rapport à d'autres technologies. Donc, là, pour le coup, les véhicules autonomes sont équipés largement de systèmes redondants, donc du GNSS, bien sûr, souvent de l'odométrie, voire du suivi de ligne. Et donc, ces systèmes vont pouvoir être comparés en temps réel, et c'est grâce à cela. Alors, on parle de fusion sous ROS, c'est pour nous le cas, c'est-à-dire qu'on a dû évidemment fusionner toutes ces données et pouvoir justement en temps réel comparer. Et c'est là qu'on peut parler en effet de précision par rapport à un référentiel. On va parler aussi évidemment de platooning ou de convoyage pour mesurer donc des décalages latéraux ou longitudinaux d'ailleurs, par rapport à un monitoring global. Donc, ça veut dire qu'en effet, une communication très rapide entre la tête du convoi et la queue du convoi. Et puis de la communication, j'en ai parlé aussi. Je trouve que c'est intéressant puisque on a une vraie communication sans faille en ultra-wideband, c'est du point à point, bien sûr, mais on a capacité à échanger en dehors d'un spectre de type classique Wi-Fi, on a la possibilité d'échanger. Voilà pour les cas d'usage. Je vais continuer sur des cas d'usage. Voilà, donc on va intérieur, on parle de géolocalisation intérieure, mais en effet, on fait des tests sur l'extérieur. J'ai profité pour montrer des applications en effet de suivi très précis en extérieur. Là, on est sur des sites, sur le site d'Autonomous Lab. D'ailleurs, on a fait intervenir, vous avez les interventions de Geosat pour positionner de façon très précise par rapport évidemment à l'infrastructure existante, eh bien, les ancres, de façon à ce qu'évidemment, si elles ont un positionnement très précis, eh bien, forcément, nous, on aura un positionnement proportionnellement très précis. Donc, ça veut dire que si vous avez d'ores et déjà un décalage par rapport à la carte de 10 cm, vous n'êtes plus à 10 cm près. Voilà, donc j'ai envie de dire, les trajectoires ensuite vont être comparées. Donc, on utilise très, très souvent du GNSS ou du RTK, du GPS RTK, pour pouvoir comparer en effet nos solutions et voir les décalages et ce que ça occasionne par rapport à du centimètre. Et les résultats sont quand même très intéressants avec des technologies qui sont relativement bon marché, je crois, par rapport à des technologies. Mais là, encore une fois, c'est un critère, peut-être au départ. Est-ce que, évidemment, le critère, le capteur coûte moins cher que le retraitement visuel? Voilà, donc là, je citais, j'ai même cité on travaille pour Suez là-dessus, donc ça veut dire qu'en effet, les dronistes sont équipés de solutions de façon à faire du reporting automatique dans les prises de photos. La position doit être très précise, puisque s'il y a eu un problème qui a été décelé, eh bien, il faut que ça soit, il faut que le coup de pelle soit très précis, puisque ça a un impact énorme évidemment sur le coût ensuite de la réparation ou aux travaux qui vont être menés. Donc ça, c'est un exemple typique. Il n'y a pas, donc c'est là encore une fois une fusion de capteurs. L'ultra-wideband nous permet d'avoir la distance, mais on va utiliser d'autres technologies pour avoir de la communication, pour avoir aussi une fusion de données.
Voilà, donc quand je parlais évidemment de là, ça fait 20 grammes avec sa batterie, donc on est bien sur un petit capteur. C'est une sorte de télémètre sans visée, hein, tout bêtement. Et donc, en effet, c'est quelque chose qui est assez simple à installer et assez léger. Je vous parle évidemment de voilà, les différents cas que l'on rencontre dans l'industrie. C'est bien sûr dans les passages étroits, comment avoir une précision inférieure évidemment à 2 mètres, sur des passages de 2 mètres, mais même s'il y a un, un croisement de 2 véhicules, comment être sûr que les trajectoires, hein, donc là on va partir sur la navigation, donc sur des algorithmes hein, qui vont nous permettre, donc là on ne parle pas, hein, là encore une fois, hein, d'intelligence artificielle encore, hein, on est loin encore de l'apprentissage, mais on parle bien d'algorithmes et évidemment, on se teste sur des algorithmes qui sont plus ou moins pertinents selon les différents projets, selon les environnements dans lesquels on est, selon les objectifs, hein, parce qu'on fait une, une, une navigation très exacte, une trajectoire très exacte pour avoir les fameux diagrammes spaghetti ou les heatmaps, donc là où sont passés tous les chariots, la densité donc des passages, ou les spaghettis, c'est les croisements des trajectoires hein, pour éviter des collisions en effet entre personnel et machines, mais aussi entre machines. Voilà différents cas. Le ferroviaire, on en parlait aussi, le ferroviaire, c'est en effet intéressant hein, de travailler par rapport à des opérateurs autour du rail. Donc c'est bien un couplage hein, des technologies GNSS et alors évidemment encore pour le coup ultra-wideband, mais pas que. Voilà, donc là je reviens pour terminer sur la partie ultra-wideband, hein, au sens où nous on est quand même dans la promotion de cette technologie. Hein, ça fait plus de 4 ans que, j'ai mis 3, mais ça fait plus de 4 ans qu'on est en R&D sur ces technologies-là. Le paysage hein, s'est dessiné en 2020, hein, il y a à coup de demi ou de milliards pour avoir hein, donc, la main sur ces puces, hein, et là, je n'ai cité 3. Et par rapport à ça, eh bien oui, en effet, tout l'écosystème se met en place. Donc, du B2B comme du B2C. Donc, on parle des smartphones. Hein, le iPhone 11, l'iPhone 12 Pro sont équipés maintenant de ultra-wideband pour faire de la géolocalisation spatiale. Donc là, je ne présage pas évidemment du B2C des objectifs, mais c'est en gros pour savoir où se trouvent ses amis dans une queue ou à un concert, ce type de choses. Et donc les applications sont très différentes évidemment de l'industrie hein, qui va utiliser ces technologies, mais aussi de la santé. Hein, le sport hein, s'approprie ce genre de technologie. Il y a une diversification en effet, mais l'industrie reste l'un des secteurs les plus importants, et le véhicule autonome utilise déjà ces technologies depuis très longtemps. Voilà ce que je pourrais dire sur la partie hop, voilà, et je vous invite évidemment à aller voir toute la littérature hein, sur la partie sur les différentes technologies utilisées dans l'ultra-wideband. Et j'en ai fini. Très bien, merci Michel. Merci Michel pour ton intervention. En effet, l'utilisation de l'ultra-wideband pour de la localisation en indoor, pour, je dirais, à destination du tracking de colis, à destination de la distanciation physique. Tu en parlais tout à l'heure, gros sujet depuis plusieurs mois maintenant. Donc, en effet, on voit bien ces complémentarités et du coup, cette nouvelle technologie. Écoutez, je vous propose s'il y a d'autres questions de les poser maintenant. On les a faites, on se les est posées quand même au cours de l'intervention. Alors, si je note une nouvelle question, alors je pense destinée à toi, Michel. La technologie pourrait-elle être déployée à une grande échelle, notamment par exemple pour gestion de tramway sur leur ligne, par exemple? Alors en effet, tout à fait. On est d'ailleurs sur ces sujets-là. Nous, on travaille déjà avec un FRAPBEL qui est la SNCF belge,
Donc, on travaille en effet sur ça. On a fait un chiffrage d'ailleurs de tous les passages tunnels dans ces technologies par rapport à des technologies de centrales inertielles aussi notamment. Je pense que c'est la réponse, elle est oui, à partir du moment où donc oui, on déploie bien sur des grandes échelles, ça commence, hein, c'est des technologies qui se démocratisent énormément, mais pas que ces technologies uniquement, elles sont souvent en complément, typiquement des centrales inertielles pour les passages dans les tunnels, du GNSS bien sûr, et donc oui, mais pas que. Et ce qui permet en effet de déployer sur de plus grandes échelles ou sur ce qu'on a vu en effet que je citais des distances de 100 mètres. En effet, si vous vous mettez un capteur tous les 100 mètres, il y a une densité qui va être importante sur des kilomètres. Ok, c'est noté. Merci pour Ouais, ta réponse. Oui. Bruno, je peux peut-être compléter là aussi ce que vient de dire Michel. C'est conjugué en plus avec l'arrivée en fait d'une obsolescence des systèmes de positionnement en place actuellement sur les tramways, ce qu'on appelle les balises Balog, hein, qui arrivent en fin de vie et sur lequel l'industriel a dit que ben voilà, il ne facturait plus. Et donc là, il y a des grandes questions, hein, sur un changement du système de positionnement des tramways, des trains urbains, hein, parce que justement, soit on change de méthode avec ce qu'expose Michel, combiné avec d'autres techniques. Donc il y a la carte aussi, hein, la carte GNSS qui rentre en ligne de compte, et de la perception. Ou soit on repart sur un autre système de positionnement par balise sol, type Balog, mais ce n'est pas encore arbitré là. Les opérateurs se posent des questions, justement, et c'est soumis aux arbitrages en fait, des métropoles dans le cadre des délégations de services publics. Donc c'est un travail au quotidien. D'accord. Valérie Renaudin nous pose une question, et plus particulièrement Michel, en ce qui concerne la densité de balises qui soit nécessaire ou requise dans l'utilisation de l'ultra-wideband pour une précision qui soit métrique. Alors, la densité, en fait, elle n'est pas obligatoirement importante, c'est-à-dire qu'on se rend compte que si on veut une très bonne précision, on va se mettre à 15-20 mètres. Hein, 15-20 mètres, c'est un. Mais si on passe à 30 mètres, on a aussi une très bonne précision. Tout dépend si on a un champ libre, hein, ou si il y a beaucoup de gens qui circulent. Hein, donc là, si donc on a un champ libre, 20 mètres ou 30 mètres, on ne va pas avoir de différence. Par contre, on a ensuite un problème de norme, hein, un problème de puissance qui va être limité. Et donc j'ai envie de dire, il faudra qu'on tienne compte de tout ça, c'est-à-dire à la fois des puissances maximum autorisées, du secteur dans lequel on est, c'est-à-dire le bâtiment, hein, et puis s'il y a des opérateurs qui circulent, forcément, il va falloir qu'on densifie davantage. Donc, j'ai envie de dire, le mauvais côté, hein, dans l'infra qui va répondre à une bonne géolocalisation, c'est que cette infrastructure, elle n'est pas encore simple à déployer. Elle est encore avec un prérequis d'étude au sens, je vais étudier le bâtiment pour savoir quelle doit être la densité, et souvent couplé à une visite de site. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Hein. On n'est pas encore dans la diffusion d'une solution grand public, loin de là, mais d'une solution, on va dire, facile à déployer. Il y a encore une étude au préalable pour, en effet, travailler sur la densité, l'étude de l'alimentation, de la consommation, et à partir de là, des critères qui vont nous permettre, nous, de donner la précision cible, mais aussi, évidemment, la densité, donc forcément le coût associé. Peut-être une dernière question de ma part, avant de clôturer. Je regarde l'heure, ouais. Du coup, un des sujets qui avait été abordé lors du séminaire lié au GPS,
c'était alors notamment la partie sécurisation de la donnée, souveraineté de la donnée. On a parlé du GPS historique américain et je dirais des déclinaisons européennes, chinoises, russes qui ont été citées au travers de ce jour. Finalement, ce même sujet concernant la sécurisation, au travers des technologies que vous avez exposées, est-elle plus optimisée, est-elle meilleure? Finalement, les données sont-elles, parce qu'elles sont tout aussi critiques, finalement, voire un peu plus quand on parle de localisation au centimètre, comment est-ce que… Bruno, il faut faire attention à un truc. Hein. Quelle que soit la constellation, qu'elle soit russe, américaine, on s'en fout. Hein. Un GPS, enfin, un récepteur GPS, ce n'est pas autre chose qu'un poste de radio. Ouais. Ça ne fait qu'écouter un signal ambiant. Donc, cette perception qu'un système de positionnement satellitaire, c'est un mouchard, c'est une aberration grand public de vulgarisation d'un discours scientifique journaliste. C'est faux. C'est-à-dire qu'un poste de radio, par définition, il ne fait qu'écouter une fréquence qu'il reçoit, il décode un signal. On parle de récepteur. La couche de téléphonie, en fait. On parle bien de récepteur, tout à fait. On ne parle pas d'émetteur GPS. Juste faire attention au niveau du discours, parce que c'est vrai qu'il y a des raccourcis qui sont faits. Donc là, en l'occurrence, la couche en fait, qui pose des problèmes au niveau de la protection des données, c'est la couche additionnelle en télécommunication terrestre. Hein. Voilà. Je voulais juste dire ça parce que autant que les gens qui suivent la présentation ce matin repartent loin avec cette information claire. Ça veut dire que quand vous avez une solution qui est fully autonome, en fait, l'illustration que je donne à mes élèves toujours quand je parle de ça, c'est que si vous partez à l'étranger et que vous voulez bénéficier de la navigation sans payer des coûts de téléphonie mobile, vous pouvez précharger des cartes sur votre téléphone portable. Et à l'étranger, vous allez désactiver le Wi-Fi et pourtant, vous continuez à vous géolocaliser avec un GPS sur ces cartes que vous avez téléchargées. Donc là, vous êtes bien sans communication aucune avec un système. Vous pouvez être en mode avion et vous vous localisez en fait sur les cartes. Donc la problématique, elle vient vraiment des surcouches. Oui, tout à fait. Voilà, je ne peux rien dire de toute façon, j'aborde complètement. Alors en effet, on est sur la communication et donc comme je disais, là par rapport à l'ultra-wideband, on parle bien de communication ultra-wideband. Donc c'est bien le smartphone qui va ouvrir la clé du véhicule. Hein, les gros cylindrés BMW travaillent déjà là-dessus. Et donc en effet, première chose, on n'est pas sur le spectre classique du Wi-Fi. Donc quelque part, c'est pas un spectre qu'on attaque on attaque moins facilement parce qu'il est moins connu. Première chose. Et deuxième chose, en effet, on travaille en temps de vol. Et donc, la falsification est plus compliquée, en effet, puisque si on se met entre celui qui va ouvrir la voiture et la porte de la voiture, eh bien, ça va être impossible de falsifier ce temps de vol à la picoseconde entre le véhicule et la personne qui le déverrouille. Donc, on a en effet une perspective sur la partie sécurisation. Très bien, c'est noté. Merci à vous pour vos réponses. Merci pour ce scope que vous avez pu donner, Valérie, concernant les usages des technologies, donc les solutions alternatives au GPS pour la géoloc. Des usages qui dépendent, comme on l'a pu voir, hein, des besoins, mais aussi de l'environnement de l'étude ou de l'utilisation, du destinataire aussi de ces données. Donc vraiment clairement de la destination. On a pu voir également au travers des deux interventions de Cédric et de Michel, finalement les solutions qui sont apportées en complément du GPS, mais aussi complémentaires entre elles, parce que c'est aussi, je pense, un peu le leitmotiv de ce webinaire, la complémentarité des solutions entre elles. On a parlé tout à l'heure de fusion des données issues des capteurs, de façon à pouvoir profiter le mieux possible, le plus précisément possible des données qui vont permettre de pouvoir se mouvoir, en tout cas faire se mouvoir un véhicule autonome, de pouvoir traquer des colis en indoor ou en tout cas sur de la distanciation. Donc, merci à vous. Je retiendrai aussi la partie finalement, on en parlait, alors ça traduit aussi la question de Valérie et Michel, tu l'avais abordé aussi, sur la partie de la rigueur du positionnement des capteurs, des émetteurs, où finalement, que ce soit au travers d'un bâtiment, d'une maison, d'un centre commercial, d'une industrie, ce positionnement, l'environnement tout simplement, et toutes les interférences auxquelles il est soumis, va importer énormément sur la donnée et la précision de la donnée.
Merci à tous. Merci à tous les trois, Valérie, Cédric, Michel, pour votre intervention. Merci aussi à vous, les participants, pour vos questions. Vous avez en fond d'écran du coup les différents webinaires, en tout cas les tout prochains à venir. Très prochainement, hein, vous voyez encore la partie, on parle du positionnement, les robots pour la gestion des adventices et autres perspectives sur la partie agroéquipementier, mais aussi tout plein d'autres événements menés par ID4Car en propre ou en tout cas ou en partenariat sur l'impact de la décarbonation dans l'industrie, le contrôle qualité. On parlait tout à l'heure de la précision de la donnée au sens de la géoloc. On a un webinaire donc, qui se tiendra le 25 juin sur la précision de la donnée au sens de l'industrie. Donc, n'hésitez pas. Et puis, un autre webinaire, par exemple, parce qu'il y en a tout plein d'autres à visionner sur notre site web, concernant, par exemple, le futur de la batterie pour le véhicule électrique, avec toutes les notions qu'elle comporte. Merci encore à vous tous. Je vous souhaite un très bon appétit. Et puis, je vous dis, écoutez, à très bientôt sur nos webinaires ID4Car. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée, bon appétit.